22 décembre 2023, jour où les résultats vont commencer à tomber selon la CENI, qui invite même les candidats à la présidence de la République à rejoindre le centre Bossolo pour compiler ensemble les résultats qui viennent un peu de partout en RDC. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, cette émission est consacrée essentiellement à ce qui s'est passé le 20 décembre, le 21, jour prévu pour le vote en République démocratique du Congo. On va aborder l'aspect juridique de ces élections. On va donc voir les atouts et faiblesses du cadre légal qui accompagne ces élections. Comme vous le savez, des contestations viennent un peu de partout. Et certains même demandent à ce que ces élections soient annulées et réorganisées par une CENI recomposée. Mesdames et messieurs, la mission d'observation électorale SCC5O, pour sa part, dit qu'elle vérifiera les résultats après la publication de la CENI, donc avant la confirmation de ceux-ci par la Cour constitutionnelle. Immense plaisir d'être avec vous dans cette émission. Entre les lignes, je reçois un professionnel du droit. Il est juriste, mais surtout avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Nous allons donc voir l'aspect juridique de la loi électorale, de la Constitution en ce qui concerne l'organisation des élections et jusqu'où peut aller la loi en ce qui concerne justement l'organisation et le maintien des résultats de ces élections. Maître Godefroid Ilunga, plaisir immense de vous avoir à nouveau sur ce plateau d'entre lignes qui vous reçoit pour une énième fois. Merci bien, M. Dan. Également, pour moi, c'est un plaisir à la fin de l'année et surtout pendant cette période électorale de recevoir votre invitation. C'est dont je vous remercie sincèrement. Merci beaucoup, Maître Godefroid Ilunga. On va commencer par cette demande des quelques candidats à la présidence de la République qui ont demandé la réorganisation des élections par une CENI recomposée. Il s'agit de Martin Fayulu, Denis Mukwege, Floribert Anzuluni, Kema Lilo, Théodore Ngoy et Floribert Anzuluni. Eh bien, ces candidats ont fait un constat. Ce constat, pour eux, marque. Ils ont constaté donc plusieurs irrégularités qui ont émaillé ces scrutins et surtout que la loi n'a pas prévu que les élections se déroulent sur 2 jours, mais sur 1 jour seulement. Et on ne peut pas aller au-delà d'1 jour sous peine de violer la loi électorale. Maître Godefroid Ilunga, on va donc commencer par d'abord cette épineuse question. Est-ce que la loi prévoit qu'on aille au-delà d'1 jour dans l'organisation du scrutin? Bon, la loi prévoit-elle d'aller au-delà d'1 jour? Je crois qu'il faut faire l'analyse de cette loi pour donner une réponse qui soit tout à fait exhaustive et claire sur la matière. La loi, il faut le savoir, est faite pour, n'est-ce pas, régir la vie en société. C'est ainsi que, en droit, nous disons, ubi societas, ibi ius. C'est-à-dire, là où il y a la société, là est le droit. Donc, chaque fois qu'il y a une société de personnes, celle-ci a besoin de générer, ou bien elle génère un besoin d'une organisation, et cette organisation, c'est à la base, elle a à la base le droit. Donc c'est un besoin de la vie en société. C'est ainsi que cette loi, normalement, doit être, si elle, pour être bonne, elle doit être connectée aux réalités. Si nous sommes dans une société à tendance religieuse très prononcée, vous comprenez que notre loi va subir aussi une certaine coloration de notre foi, de ce que nous avons comme philosophie.
C'est ainsi que dans les sources du droit, nous avons ce qu'on appelle les sources matérielles du droit. C'est l'ensemble de conceptions morales et autres qui motivent, n'est-ce pas, la production des normes juridiques. Alors, aussi, cette loi, nous disons qu'elle est générale, elle est impersonnelle, parce que la loi ne peut pas être faite pour seulement une personne bien donnée, et elle est aussi abstraite. La loi est abstraite. C'est ainsi que il y a un problème d'application de cette loi, et dans l'application de la loi, il faut assurer le passage de cette loi qui est abstraite à un cas qui est concret. Vous comprenez qu'entre l'abstrait et le concret, il y a toujours un pas. Et il faut franchir ces pas-là pour faire passer la loi à ce qui est concret. Alors, dans l'abstrait, vous pouvez trouver parfois des choses qui ne collent pas avec ce qui est concret. Donc, la loi c'est ainsi que faillible. C'est ainsi que dans la loi présenterait des faiblesses. Dans la loi comme un être humain a, je peux dire, deux parties. Il y a la partie qu'on appelle la lettre de la loi et la partie qu'on appelle l'esprit de la loi. Alors, lorsqu'on veut appliquer la loi ou l'interpréter, il faut toujours avoir présent à l'esprit, n'est-ce pas, qu'il y a ces deux-là. Et nous, en droit, nous disons que la lettre de la loi peut trahir l'esprit de la loi. Alors, il faut chercher normalement quel est l'esprit de la loi. C'est ce que nous appelons quelle est la véritable intention du législateur. La ratio legis. Pourquoi le législateur a-t-il érigé telle ou telle autre disposition? Donc, vous comprenez que si on peut donc prendre, n'est-ce pas, l'article 52 auquel se réfèrent, peut-être sans le dire, les candidats qui parlent de l'annulation là, cet article dit que la Cour constitutionnelle doit fixer le jour du scrutin et l'heure. La commission électorale. Alors, je vais dire la commission nationale, oui, la CENI, la commission électorale nationale indépendante, doit fixer le jour et l'heure. Et la loi va plus loin pour dire que les scrutins commencent ou les votes commencent à 6 heures pour s'arrêter à 17 heures. Je crois que ça, c'est la lettre de la loi. Et si on s'en tient seulement à ça, on dira que les opérations électorales ne doivent durer que pendant un seul jour. Tenez, la loi n'a pas parlé d'une journée. Ce n'est pas le cas. La loi n'a pas parlé d'une journée, la loi a parlé d'un jour. Le jour qui est fixé pour le vote. La loi n'a pas parlé de la durée du jour. Le jour à combien d'heures? Si vous me demandiez peut-être la journée, je vous dirais que la journée a 24 heures. Et le jour? Le jour, c'est beaucoup d'acceptions à la fois. Vous comprenez que c'est parfois difficile de dire. Je peux dire aujourd'hui, nous sommes le lundi. N'est-ce pas? C'est le jour. Quand je dis le lundi, c'est le jour. Je n'ai pas, là, en ce moment-là, je ne pense pas à la durée que prendrait le lundi. Nous sommes le lundi aujourd'hui. Vous comprenez ça? Mais quand je parle de la journée, là, j'ai en vue, n'est-ce pas, la durée que prend ce jour-là. Là, vous allez dans la grammaire. Ah, vous allez dans la grammaire ou vous allez dans l'interprétation juridique. Je préfère aller plus loin pour que vous puissiez voir que cette interprétation que je fais là est tout à fait correcte. Expliquez-nous. N'est-ce pas? Expliquez-nous.
Regardez, quand est-ce que commence l'ouverture? À quel moment se situe l'ouverture, n'est-ce pas, des opérations de vote? Je vous prie de lire un peu l'article 56 de la loi que vous avez entre vos mains là. Et je crois, pour aller un peu beaucoup plus loin, lisez le dernier, pour être beaucoup plus concret plutôt, lisez le dernier alinéa de l'article 56 que vous avez là. Le président du bureau de vote constate l'heure à laquelle le scrutin est ouvert. Attendez, excusez-moi, est ouvert. Mention en effet au procès verbal. Déjà, la loi dit que le scrutin est ouvert à 6 heures, n'est-ce pas? Mais le président du bureau de vote, lorsqu'il entre dans le concret, il doit constater, n'est-ce pas, à quelle heure le scrutin a commencé pour le bureau de vote concerné. Tenez, je ne sais pas, il y a combien de bureaux de vote dans ces scrutins qui viennent de passer? Plus ou moins 75 000. 75 000. Donc, chacun des bureaux de vote, le président de chacun des bureaux doit constater à quelle heure effectivement lui a ouvert. Comme je vous ai dit, la loi n'est pas faite pour des robots. La loi est faite pour des cas concrets de la vie. Déjà, il est impossible, connaissant l'imperfection de l'œuvre humaine, que dans tous les bureaux là, on commence seulement à 6 heures du matin. C'est impossible. C'est pourquoi déjà la loi vous dit que le président, lorsqu'il établit le procès verbal, n'est-ce pas, des opérations de vote, il doit mentionner à quelle heure les opérations ont commencé. Et allons beaucoup plus loin. Maintenant, allons. Là, il faut prouver que ces opérations. Excusez-moi, je vais vous montrer. Je suis sur la question du jour, n'est-ce pas? Allez-y. Allez maintenant à la fin. Quand est-ce que ça se termine? Lisez-nous un peu l'article 60 de cette loi. Article 60. Il y a 2 alinéas. Lisez le deuxième. Néanmoins, les électeurs présents au lieu du vote au moment de la clôture sont admis par le président du bureau qui prend des mesures nécessaires pour identifier les derniers électeurs admissibles au vote. Vous comprenez que lorsqu'arrive le moment de la fermeture, déjà le législateur a prévu la possibilité que les électeurs ne soient pas, que tous les électeurs présents en ce moment-là précis n'aient pas encore voté. Là, le président, il a le pouvoir de prendre des dispositions pour le vote de ces personnes qui sont là sur les lieux du vote et qui n'ont pas jusque-là encore voté. Lisez pour plus de précision l'article 52. Revenez à l'article 52, lisez le deuxième alinéa. 52, deuxième alinéa. Le vote pour le scrutin direct se tient le dimanche ou un jour férié. Il a lieu de 6 heures à 17 heures. Ça, c'est la lettre. Lisez-le, continuez. Toutefois, le préposé de la Commission électorale nationale indépendante remet le jeton aux électeurs présents et le vote continue jusqu'au vote du dernier électeur muni du jeton. Là, vous comprenez que le législateur se déconnecte des notions de temps. Nous ne sommes plus dans la notion de temps. Mais oui. Lorsque l'heure de la fermeture arrive, on ne ferme pas. Pendant qu'il y a des électeurs qui sont là, qui n'ont pas encore voté. On leur remet des jetons. On leur remet les jetons et la loi dit que le vote continue jusqu'à quand? Le vote continue jusqu'au vote du dernier électeur muni du jeton. Nous avons dans notre pays des circonscriptions qui n'ont pas la même configuration, n'est-ce pas, qui n'ont pas le même nombre d'électeurs. Supposez que... Mais la même loi dit... Supposez, excusez-moi. La même loi parle du jour. Supposez, excusez-moi. C'est pourquoi je vous ai dit, ça c'est la lettre. Ça c'est la lettre. Et je vais vous montrer quel est l'esprit de cette loi-là. Déjà, vous comprenez que la loi vous dit que lorsque il y a un toutefois. Attendez.
Toutefois, c'est Oui. pour vous dire, par dérogation à ce qui a été dit, lorsque arrive l'heure de la fermeture et qu'il y ait, n'est-ce pas, des électeurs qui sont là, qui n'ont pas encore voté, les opérations de vote se poursuivent. Ça, c'est la loi. Là, Ce n'est pas moi qui ajoute. vous devez prouver que cette dérogation... Je ne suis pas encore dans le concret. Nous sommes d'abord dans la compréhension de la loi. Nous sommes dans la compréhension de la loi. On va aller... Nous y allons par hypothèse, n'est-ce pas? Nous arrivons à l'heure de la fermeture, mais voilà que tous les électeurs, en ce moment-là, n'ont pas voté. Parce que je vous ai dit, ce ne sont pas des robots. Il y a des caprices, n'est-ce pas? De la logistique et tout ça, des difficultés qui peuvent survenir. Et je crois que vous pouvez, si vous lisiez, je crois, l'article, 46, vous allez voir que le président doit statuer sur toutes les difficultés. Il peut y avoir des difficultés. Il y a des cas qu'on peut attribuer, n'est-ce pas, à la force majeure des événements qui peuvent survenir et qui peuvent faire que, n'est-ce pas, les opérations soient ralenties, par exemple. Alors, lorsque vous arrivez à la fin, à l'heure de la fermeture, la loi vous dit... Ce qui est généralement à 17 heures. La loi vous dit ce qui est en principe 17 heures, oui. N'est-ce pas? Oui. Et là, à condition qu'on ait ouvert à 6 heures du matin. À 6 heures du matin. Là, ne l'oubliez pas, parce que je vous ai dit, l'article 56 vous dit qu'on doit, n'est-ce pas, le président doit mentionner dans le procès verbal à quelle heure il a commencé les opérations. Et à l'heure maintenant de la fermeture, le président doit se rassurer que tout le monde a voté. Pourquoi? C'est le principe simple de l'égalité des électeurs devant le suffrage. Vous n'allez pas interdire à un électeur qui se trouve, parce que le vote, c'est un droit. C'est un droit. Vous ne pouvez pas, pendant que moi je suis, n'est-ce pas, dans le bureau de vote, pour, n'est-ce pas, exercer mon droit civique, vous allez me dire non, l'heure de la fermeture est arrivée, nous devons fermer. Effectivement que la CENI doit faire le nécessaire pour que tous les électeurs votent avant la fin de la journée, du jour prévu pour le scrutin. Je vous ai dit, il n'y a jamais, vous n'allez jamais dire qu'il y a des élections parfaites au monde. Bien sûr. Et surtout, je vous ai dit, excusez-moi, nous avons des machines. Vous utilisez l'ordinateur. Il arrive. Moi, j'utilise l'ordinateur. Je ne vous arrête pas. Mais quand ce problème devient généraux. Excusez, laissez-moi évoluer comme ça. Comme ça. Voyons tout d'abord si la loi permet d'aller au-delà d'un jour ou pas. Allez-y. N'est-ce pas? C'est pas un problème. Déjà, quand la loi vous dit que les opérations se poursuivent. Nous sommes à l'heure de la fermeture, n'est-ce pas? Il se fait qu'il y a encore une file d'attente. Là, la loi vous dit, vous n'allez pas arrêter les opérations de vote parce que ça doit se faire en un jour. Poursuivez jusqu'à ce que le dernier ait voté. Et s'il arrivait que la file soit très longue, parce que je vous ai dit qu'il y a des circonscriptions, n'est-ce pas, qui sont très grandes. Très grandes. Vous allez parfois à l'intérieur, vous trouvez moins de gens. Le problème ne se pose pas. Mais vous allez à des endroits dans des grandes villes où vous trouvez parfois des gens très nombreux. Ça, il n'a pas dit. Très nombreux. Ça, il n'a pas dit. La loi, c'est pourquoi je vous ai dit, la loi est générale, impersonnelle et abstraite. La loi est abstraite. Elle s'applique à tous. Mais lorsque... Sans exception. Oui, mais bien sûr. Oui. Elle s'applique à tous sans exception, mais on doit assurer son passage, n'est-ce pas, au cas concret. C'est pourquoi c'est ça le principe en droit. Ça veut dire c'est-à-dire que au cas concret, on peut déroger à cette règle. N'est-ce pas, on dit toujours, toutes choses restant égales par ailleurs. Lorsqu'on se trouve devant des réalités telles qu'il soit impossible, n'est-ce pas, que toute personne placée dans les mêmes circonstances, de temps et de lieu, n'est-ce pas, un bon père de famille, qu'il se trouve devant des difficultés. C'est pourquoi la loi elle-même parle des difficultés.
La loi n'a pas exclu les difficultés. La loi dit que le président du bureau de vote doit statuer sur les difficultés. Aidez-moi, donnez-moi un peu la loi là. Je crois que je peux retrouver la disposition pour que nous puissions peut-être en avoir. Le cœur net. Je suis à l'article 46 de la loi, le 3e alinéa. Le bureau de vote et de dépouillement tranche provisoirement toutes les difficultés touchant au scrutin. Le président du bureau de vote. Tout ce qu'il y a comme difficulté touchant au scrutin. Et en ce moment, mention en est faite au procès verbal. C'est pour cela qu'on établit le procès verbal. Il peut y avoir des incidents, par exemple. N'est-ce pas? Vous avez appris que on a détruit. Est-ce que nous parlons de la règle ou nous parlons des exceptions? Qu'on se mette un peu d'accord. Nous parlons de la règle ou des exceptions? J'ai dit que la loi a prévu la règle, n'est-ce pas? Oui. Mais la même loi également vient prévoir. Vous n'allez pas me dire que les scrutins qu'il y a eu hier là, partout, ça s'est étendu sur 2 jours, non? Là où moi j'ai voté, c'est le même jour, c'était terminé. Mais il y a des endroits où il y a eu parfois des incidents. Mais un incident qui survient. La mission d'observation 5OCC. Excusez-moi, je ne me fie pas. 45 bureaux de vote qui ont ouvert le 20 décembre. Donc il restait plus ou moins 65 bureaux de vote qui n'ont pas fonctionné normalement le 20 décembre. Moi, je ne me fie pas à ce qu'ils ont dit. D'autant plus que je n'ai aucun attachement à eux. Je ne les ai jamais mandatés pour aller me donner un quelconque rapport sur les déroulements. Moi, j'attends, n'est-ce pas, qu'il y a eu, c'est pourquoi la loi parle ici, n'est-ce pas, des procès verbaux qui doivent être établis dans chaque bureau de vote. Alors, si on pouvait me présenter les procès verbaux, je dirais que c'est PV la fois. La voix de la Cinco, qu'est-ce que j'ai à avoir à faire avec ça? Comment ça? Ah, mais bien sûr. D'accord, on va évoluer. Bien sûr. On va évoluer. On sait comment les choses se sont passées avec la désignation des membres de la CENI et tout ça, comment il y a eu tiraillement entre les uns et les autres. On sait comment le cardinal a présenté l'un des candidats ici. Restons dans les droits. Donc, on sait que ils peuvent être. Pas le terrain du droit. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, voilà. Ne me parlez pas de ce que la Cinco a dit. Allez-y. C'est pourquoi j'étais dans des hypothèses. Est-ce qu'il est concevable qu'on aille au-delà d'1 jour? Oui. Je suis dans ça. Prouvez-le. Déjà, quand je vous ai dit que lorsque à la clôture, à la fermeture, à l'heure de la fermeture, on constate, n'est-ce pas, qu'il y a des électeurs qui n'ont pas pu voter, la loi dit le vote continue jusqu'au vote du dernier électeur. La loi ne donne plus une durée déterminée. Ça prendra le temps que ça prendra, tant que tous les électeurs présents n'auront pas voté. Restons dans le droit. Si vous dites là, c'est la loi. C'est la loi, justement. Restons dans la loi. Est-ce que la loi dit que ça prendra le temps que ça prendra? Bien sûr. Lisez cette alinéa-là. Bien sûr. Lisez cette alinéa-là, comme ça on va... Quand on dit, je vais dire ceci. Bon, oui. Ok, je lis. Ok. Le vote se tient le dimanche. Il a lieu le dimanche ou un jour férié. Il a lieu de 6h à 17h. Toutefois, c'est pour dire par dérogation, n'est-ce pas, à ce qui a été dit. Par dérogation à ce qui a été dit le dimanche ou un jour férié. Toutefois, au-delà de ces heures-là, le préposé de la Commission électorale nationale indépendante remet un jeton aux électeurs présents et le vote continue. Continue jusqu'au... Là, il n'y a pas un délai bien fixé. C'est indéterminé. Il continue jusqu'au... Ça c'est maintenant à la tâche. Jusqu'à ce que tous les électeurs
muni du jeton ait voté. Là, il n'y a pas un délai. Alors maintenant, dites-moi, lorsque, par exemple, on arrive à minuit, on est déjà un autre jour, non? Mais permettez que je lise. Ce sera 2 jours. Permettez que je lise la déclaration des candidats à la présidence. Ceux qui ont demandé que la CENI soit recomposée et qu'on puisse réorganiser les élections. Oui. Permettez que je lise une partie de leur déclaration. Oui, oui. Ils disent ceci. À constater qu'il n'existe légalement aucune dérogation possible au jour du scrutin, la dérogation ne concerne que les heures d'ouverture et de fermeture. Une telle dérogation d'heures et non de jours doit être motivée et ne peut être décidée que dans les conditions assurant l'égalité des citoyens devant les suffrages, conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi électorale. Eux disent la dérogation se limite aux heures. Mais ils le disent sur quelle base? Ils le disent. Quand nous lisons ici, le vote se poursuit jusqu'à ce que le dernier ait voté. Où est-ce que le législateur a limité ce temps? Mais quand le législateur... Il y a une limite ici, c'est de 7 heures, de 6 heures à 17 heures. Mais toutefois, c'est-à-dire nonobstant cette limite-là, lorsque d'autres personnes n'ont pas encore voté, ça va continuer. Mais il dit ceci aussi. Ah, c'est tout à fait simple, c'est clair. Il dit ceci. Hein? Oui. Le vote pour le scrutin direct se tient le dimanche. On dit bien le dimanche. Ou un jour férié. Oui. Est-ce que ce n'est pas ça qui détermine que la dérogation ne concerne pas le jour, mais les zones toilettes? Mais il y a un toutefois, non? Vous ne voyez pas ça? Toutefois, c'est par dérogation à tout ce qui a été dit avant là. Et c'est là pourquoi, explicitement. Pourquoi le dit-on? Pourquoi le dit-on? Oui. Vous n'allez pas interdire à quelqu'un de voter. C'est son droit. Il s'est déplacé, il est au bureau de vote. Vous allez dire non parce que c'est l'heure de la fin. Vous ne votez plus, rentrez chez vous. Ce ne serait pas de ça. Est-ce que la loi dit explicitement qu'on doit aller au-delà d'un jour? C'est pourquoi je vous ai dit, la loi a besoin d'interprétation. C'est ça le travail de celui qui applique la loi. Est-ce que vous avez... Et c'est ça aussi la difficulté de ces gens qui ont parlé, là. C'est parce qu'ils n'ont pas pu réellement avoir l'intelligence du législateur, l'intelligence de la loi. La loi a une intelligence, elle est intelligible. Il faut la comprendre. Vous pensez que vous avez cette intelligence? Il faut comprendre quelle est la volonté du législateur. Que eux n'ont pas su. Le législateur a l'intelligence. Moi, j'ai dit seulement que j'ai pu entrer dans l'intelligence du législateur. C'est-à-dire que j'ai compris. Eux n'ont pas pu. Quand j'ai dit que je suis entré dans l'intelligence du législateur, je ne sais pas pour dire que je suis intelligent. C'est pour tout simplement dire que j'ai compris le sens de la loi et la volonté du législateur. Mieux que oui, mais ça, c'est évident. C'est évident. Vous pouvez demander à n'importe qui, à n'importe quel juriste qui vienne me contredire. Quand le législateur dit toutefois, ça dit que c'est pas dérogation à ce qui a été dit. Ils n'ont pas vu qu'il y a une dérogation dans la loi. C'est ça le problème. Il faut comprendre. Ça, c'est le principe. Le principe, c'est que ça doit être le dimanche ou un jour férié et de 6 heures à 17 heures. Mais toutefois... Ça doit être une exception, pas la règle. Vous comprenez au moins que l'exception fait qu'on va aller au-delà, n'est-ce pas? Ça doit être une exception. Au-delà d'un jour. C'est pourquoi... Alors, je comprends que vous avez compris. Je n'ai pas compris. Vous avez compris. Je n'ai pas... S'il vous plaît. Vous avez compris au moins que... Il ne m'appartient pas à moi de conclure, ou à vous, mais à ceux qui vont suivre, je crois qu'ils seront convaincus que le législateur dit que lorsqu'on n'a pas, il y a des électeurs qui n'ont pas voté, ça va continuer jusqu'à ce que, même au troisième, au quatrième jour, jusqu'à ce que l'article 71, je ne veux pas, jusqu'à ce qu'il disait, ici, pour les élections, c'est jusqu'à ce que le dernier ait voté. Bon, j'espère que donc, et puis, j'allais ajouter quelque chose d'autre.
Parce que c'est pas seulement, c'est pas tout. Lisez un peu l'alinéa suivant. Non, le dernier, je crois, de l'article 52. Toute dérogation aux heures d'ouverture et de fermeture est motivée et ne peut être décidée que dans les conditions assurant l'égalité des citoyens devant le suffrage. Est-ce que vous comprenez ce que le législateur est en train de viser dans ça? C'est l'égalité des citoyens devant les suffrages. Vous ne pouvez pas. Toute élection n'est pas la même. Il y a des élections où vous trouvez l'engouement. Des électeurs viennent en masse. C'est comme l'élection qui est passée dernièrement, je crois, c'était hier, avant-hier et hier. L'engouement qu'il y a eu, tout le monde en a parlé. Mais il y a des élections où vous trouvez parfois un taux de participation très faible. Contrairement à toute prévision, on a constaté que c'est un phénomène tout à fait extraordinaire. Des gens sont venus. Mais dans les cas, ils sont venus sous la pluie, ils attendaient. Il y en a qui dormaient, qui étaient là en train d'attendre. Mais dans les cas où n'est-ce pas? Certains bureaux. Alors, maintenant, je vais vous ajouter quelque chose. Nous sommes en train d'en parler, n'est-ce pas? Lorsque le législateur dit que la CENI fixe le jour et l'heure, n'est-ce pas, du vote, est-ce que vous savez que nos compatriotes qui sont à Rutshuru, à Masisi, à Nyiragongo, ils attendent aussi de voter? Ce sera quel jour et quelle heure? Vous comprenez que nous sommes dans une dérogation. Eux qui n'ont pas été enrôlés. Ah, vous comprenez que il peut y avoir, mais bien sûr, il faut qu'on ait 500 députés. Ici, les sièges. La loi sur la répartition des sièges a déjà été votée. Il y a un quota qui leur a été réservé. Alors, ce quota-là, il sera comblé comment? Si on n'organise pas? Mais ça, il faut poser la question à vous comprenez que nous sommes dans les dérogations dont nous sommes en train de parler. Est-ce qu'on va maintenant reprocher à la CENI d'organiser aussi le scrutin pour eux, pour dire que les scrutins doivent avoir lieu seulement le même jour? Vous comprenez que c'est un faux problème. Un faux problème. Parce qu'aujourd'hui, même tous ceux qui parlent là, ils savent qu'il y aura un scrutin organisé. Et c'est le même scrutin qui aura été démembré et qui va être organisé en leur faveur le moment venu, lorsque les conditions seront. Et c'est pour cela que, en droit, nous disons que lorsqu'il y a un cas de force majeure, ces cas-là libèrent de toute obligation. Et ça, c'est un principe général de droit. Lorsqu'il y a un cas de force majeure, et c'est pour cela que la loi, le législateur très intelligent, comprend que il y a des cas de force majeure. Il y a des cas de force majeure qui peuvent survenir. Parlons maintenant un peu de nos élections qui ont été organisées. La CENI, elle a été installée quand? Avec un grand retard, n'est-ce pas? Elle a eu combien de temps pour organiser les scrutins? Et en passant, qu'il soit dit que c'est pour la première fois que nous organisons les élections municipales dans notre pays. Pour la première fois. Denis Kadimaladi, il y a eu combien de candidats? Qu'est-ce que vous voulez dire? Par rapport au flux de candidats de 2018. Mais c'est plus de travail. Et lorsqu'il fallait déposer, n'est-ce pas, les candidatures, n'est-ce pas, les candidats, parmi lesquels certains dont vous avez cité les noms là, ils ont dit non, qu'on puisse nous donner un peu plus de temps. Et quand on vous donne plus de temps, vous savez quelles conséquences ça a sur l'organisation du scrutin? Les bulletins doivent être retardés, n'est-ce pas? L'impression des bulletins. Parce que... La CENI n'a pas fait cette demande. Parce que... La CENI n'a pas fait cette demande-là. Ah bon? Déposer les candidatures en retard. La CENI n'a pas accédé à cette demande. La CENI n'a pas accédé. Vous parlez de Martin Fayulu et son parti qui ont demandé... Non, beaucoup, même à la députation provinciale. Il n'y a pas eu prolongation un peu. Il n'y a pas, on leur a pas. Alors, mais cette prolongation-là, quelle est sa conséquence?
On a prolongé un peu. Et quand on prolonge, c'est que quand on publie, n'est-ce pas, la liste provisoire des candidats, il y a un contentieux qui s'ouvre et il faut attendre que le contentieux se clôture pour faire imprimer les bulletins de vote. Les bulletins de vote, les imprimer, configurer les machines et tout ça, n'est-ce pas? Ça a été retardé. Et du fait de qui? De la CENI. Le temps? Ce n'est pas du fait de la CENI. Et c'est pour cela que le processus électoral, ça doit être une affaire consensuelle. Vous n'allez pas, vous avoir revendiqué vos droits. Dire, nous devons avoir un peu beaucoup plus de temps, on vous l'accorde, et puis vous dites, non, vous avez l'accord de coup, vous devez absolument respecter. Non, ce ne serait pas honnête en ce moment-là. Vous comprenez ça? C'est un problème. Mais dans ce cas-là, il faudra que tout le monde parle le même langage. Parce que vous parlez de consensus. Il faudra que tout le monde parle le même langage. Oui, si consensus. Parce que si on ne parle pas le même langage. Consensus, oui. Consensus, oui. Mais dans les consensus, on vous a attribué, on vous a alloué un laps de temps. Mais la conséquence, et les consensus aussi n'excluent pas, n'est-ce pas, les pouvoirs propres, n'est-ce pas, à la CENI, dans l'organisation du scrutin. L'organisation matérielle du scrutin, c'est l'œuvre de la CENI. Ce n'est pas l'œuvre des candidats. On ne va pas, n'est-ce pas, donc se plier devant tout ce qu'ils ont comme caprice. Non. On doit faire, c'est pourquoi il faut savoir juger, de la bonne foi ou de la mauvaise foi de la CENI. Vous comprenez que la CENI a accédé, n'est-ce pas, à leur demande. Alors que eux étaient en train de dire, on ne va lui accorder pas même un jour. Mais au moins la CENI leur a accordé quelques jours. Là. Alors maintenant, la CENI s'est trouvée devant un fait accompli. On lui dit, n'allez pas au-delà du 20. Mais on lui prend quelques jours, n'est-ce pas, dans l'organisation. Mais l'organisation devait en souffrir. C'est la conséquence. Et c'est pourquoi j'ai dit, nous sommes devant un cas de force majeure. Et lorsque nous sommes dans un cas de force majeure, j'ai lu pour vous l'article 46. J'ai lu pour vous l'article 46 de la loi qui dit que les difficultés, le législateur a prévu les difficultés, non? Justement. Qui doivent être réglées, qui doivent être résolues. Certaines parties prenantes ont demandé. Et aussi la possibilité d'une dérogation. Et nous sommes donc dans la loi. Certaines parties prenantes ont demandé, au regard de ce qui a précédé l'installation du bureau de la CENI et les opérations devant conduire au processus électoral jusqu'au jour du vote lui-même, ayant constaté qu'il y avait déjà les prémices qui n'étaient pas bonnes, certains candidats ont demandé qu'il y ait une table ronde pour que justement que les élections soient des élections bien organisées. Est-ce que c'était une demande qui n'était pas fondée? Une table ronde entre qui et qui? Les parties prenantes aux élections. Dans quel cadre? Dans le cadre institutionnel ou bien en dehors des institutions? Dans un cadre. En faisant fi, n'est-ce pas, des institutions. Où il y a un médiateur qui sera soit national ou international. Excusez-moi, c'est en faisant fi, n'est-ce pas, de nos institutions. Et pourquoi ça? Parce que eux n'ont pas été, n'est-ce pas, d'accord avec certaines personnes qui sont dans la CENI. Et avoir une table ronde là, c'était dire Denis Kadima et les autres quitter la CENI, Kamouleta et les autres quitter la Cour constitutionnelle. Comme ça, nous reprenons le tout à zéro. C'était ça. Là, vous êtes... ne vous arrêtez pas seulement à la table ronde. Vous êtes libre. Quand ils ont parlé, mais bien sûr, c'était ça. Vous êtes libre de vos conclusions. Non, mais c'était ce qu'ils avaient dit. Nous sommes dans le pays. Je crois que j'ai toujours aimé rester le plus objectif possible. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai toujours voulu être objectif. J'ai suivi cette histoire depuis très très longtemps. Depuis même, n'est-ce pas, donc, le tout début de la contestation des élections, il y a eu une proposition, il y a eu une proposition de sortie de la crise. Du point de vue légal, c'est à vous, c'est mieux que vous le dites de cette manière-là. Bon, moi je pense que la loi donne, n'est-ce pas, un délai pour d'abord le mandat du président de la République, n'est-ce pas?
Tout en disant, il faut une table ronde. On disait aussi, pas de glissement. Vous comprenez que on est en train de vous encadrer tout en vous poussant, en voulant vous pousser, vous pousser à l'erreur. Je ne suis pas. Bien sûr, je ne dis pas que c'est vous qui les défendez, mais je suis en train un peu d'analyser leur démarche. Ils disent, il faut une table ronde. Donc, c'est-à-dire, faisons table rase. C'est tout ce qui a été fait. Mais en même temps, nous n'allons vous accorder pas de délai. Et quand nous arrivons à la fin de votre mandat, l'article 64 s'applique. Je ne suis pas là pour les défendre. C'est ça le problème. C'est pourquoi j'ai dit, soyons, et puis, mon cher ami, dans un pays où chaque fois, on doit toujours avoir des conciliabules, avoir des concertations en dehors du cadre institutionnel. Chaque fois. Est-ce qu'on ne peut pas avoir les soucis d'avoir quand même une certaine stabilité dans nos institutions? On doit avoir la stabilité dans nos institutions. Est-ce que la paix est-elle plus importante? La Constitution, la vous savez. concorde nationale, s'il vous plaît. La paix, la concorde nationale sont-elles plus importantes que l'organisation des élections dans le délai? Oui, bien sûr. Parce que l'organisation des élections concourt à la paix et à la stabilité nationale, certainement. Mais et c'est là le problème aussi, lorsque vous êtes dans une classe politique, parce que notre classe politique, on la connaît, qui est toujours habituée à des négociations, soi-disant pour la paix, mais en réalité pour se partager le gâteau. Se partager le gâteau et après reprendre encore de plus belle. Combien de fois, depuis l'indépendance de notre pays, nous sommes en train de tournoyer sans qu'il y ait... On n'a plus assez de temps. Merci beaucoup pour non, mais ce n'était pas tout. Parce que... On va prendre la deuxième partie de l'émission. Deuxième sujet. La mission d'observation 5O-SCC dit qu'elle vérifiera les résultats après la publication de la CENI, mais avant la Cour constitutionnelle. Et on nous a proposé justement de lire l'article 43 sur le rôle de mission d'observation électorale, tel que je lise. Ok. Voilà, il est dit que la demande d'observation est introduite au plus tard 15 jours avant le jour du scrutin. Pour être agréé, le requérant présente si les Congolais sa carte d'électeur, si l'étranger a un passeport, un visa. L'accréditation est accordée au plus tard 15 jours après le dépôt de la demande. Dans le cas de refus d'accréditation, la décision est motivée et notifiée au requérant qui, le cas échéant, peut introduire un recours. L'observateur a libre accès à tout lieu où se déroulent les opérations électorales. L'observateur ni à la charte de l'État, ni à la commission électorale, nationale indépendante. Alors, l'observateur a quand même le droit de publier son rapport, d'accéder au bureau de vote et aussi, justement, de publier son rapport. Bon, je crois que je vais... Bon, permettez quand même que je revienne à ce qu'on disait ici. Je vais vite aborder votre question. Lorsqu'on parle de l'annulation aussi des élections, nous avons fait les élections, n'est-ce pas? Les opérations de vote. Nous sommes après, et la déclaration, là, je le rappelle, elle a été faite avant même qu'il y ait eu des opérations de dépouillement. Les dépouillements, après les dépouillements, il doit y avoir compilation des résultats et puis publication du résultat provisoire. Ce qu'il relève comme irrégularité, ça relève du contentieux des résultats. Et ça relève de la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi je vous dis, c'est des gens qui ne veulent pas marcher dans le cadre institutionnel. Allez vous prévaloir, n'est-ce pas, de vos prétentions devant la Cour constitutionnelle. Et lorsque vous lisez l'article 75 de la loi là, vous en avez là, vous allez voir quand est-ce qu'on peut annuler les élections. On peut annuler partiellement ou totalement. Ils ne diront pas que partout, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Quelle est l'ampleur
de ce qu'ils ont relevé comme irrégularité. Parce que l'article 75 là, de la loi dit qu'on ne peut annuler que si les irrégularités en question ont pu avoir une influence, n'est-ce pas, déterminante sur les résultats exprimés ou publiés. Donc, ils sont en train d'aller de mettre la charrue avant les bœufs. Qu'ils attendent les résultats et qu'ils aillent devant la Cour constitutionnelle. Comme ça, ils vont se prévaloir de tout ça. Il ne suffit pas seulement de dire qu'il y a eu irrégularité pour dire qu'on annule. Non. L'unique voie de recours, c'est la Cour. Il y a eu, il parle, c'est l'unique voie de recours. Après ça, la Cour, la CENI publie les résultats provisoires et les partis n'ont que le recours devant la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle va voir, vous alléguez, mais apportez la preuve. Et puis, les irrégularités doivent avoir, n'est-ce pas, une importance telle qu'elles ont pu avoir, n'est-ce pas, être déterminantes dans les résultats qui a été exprimés. Sinon, on va constater les irrégularités, mais on va dire que ça n'a pas eu à influer sur les résultats. On va confirmer les résultats. C'est ça le problème. Et puis maintenant, la mission, la CENCO. Vous savez qu'en 2018, la CENCO, on l'a vu. Elle a parlé des smartphones et tout ça. Elle est allée on a vu comment elle s'est activée. Elle est allée devant le Conseil de sécurité pour obtenir l'annulation des choses. Ce qui ne relève pas de la mission d'une organisation d'observation. La mission d'observation. Ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas ça leur mission. Et vous avez suivi des candidats. Vous dire que pour eux, ils s'en tiendront qu'aux résultats publiés par la CENCO et l'ECC. C'est-à-dire qu'on voit une organisation en train de travailler avec des candidats. Mais seulement maintenant, la question qu'il faut se poser. Lorsqu'ils vont publier le rapport, ce sera à quelle fin? L'article 45 de la loi que vous avez. L'article, oui, bien sûr. Donnez-moi l'article 45 là. Donnez-moi un peu ça. Je lis assez rapidement. L'article 45 de la loi. Terminons à la fin de l'émission. Oui, certainement. Je termine. L'observateur est tenu de respecter les lois et règlements de la République démocratique du Congo ainsi que les dispositions arrêtées par la Commission électorale nationale indépendante pour la bonne organisation du scrutin. Je vais aller un peu plus loin. Il ne peut s'immiscer ni directement ni indirectement dans le déroulement des opérations. Et quand on parle de déroulement des opérations, vous comprenez que c'est depuis l'enrôlement des électeurs jusqu'à la publication des résultats. Ce n'est pas leur travail de s'immiscer dans ça. Maintenant, publier le rapport, entre publier le rapport et s'immiscer. Ils n'ont pas dit qu'ils vont publier. Ils vont vérifier. Ils vont vérifier les résultats après la publication de la CENI. Bon, je n'ai pas vu où est-ce que ils ont pour mission de vérifier le résultat. Ils doivent se rassurer, n'est-ce pas, du bon déroulement des opérations. Mais ils n'ont pas un rôle actif pour contredire ce qui a été fait. Nous sommes un État indépendant. Ils le font déjà. Nous sommes un État, excusez-moi, nous sommes un État indépendant, n'est-ce pas? Figurez-vous que l'Union européenne vient nous dire non, les résultats qui ont été publiés là, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Parce que nous leur avons donné, nous avons ouvert cette porte-là depuis très très longtemps. On a vu, mais bien sûr, l'Union européenne nous a toujours envoyé des missions d'observation ici. Parce que vous parlez de la CENCO et des autres. Mais quand on parle, oui, bien sûr, mais allons aussi faire ça chez eux. Est-ce que c'est interdit? Allons faire ça aussi chez eux. C'est interdit. Allez lire leur loi si c'est permis. C'est ça le problème. Ils doivent respecter nos institutions.
c'est la Cour constitutionnelle, la CENI qui seule. Vous êtes contre la mission d'observation C'est internationale. seulement la CENI, quand ils vont publier ce qu'ils vont publier là, ce sera tout simplement, qu'est-ce que je vais dire, ça ne sera pas officiel, ça sera officieux. Quelle sera la valeur juridique de ce qu'eux vont publier? Mais si c'est fait maintenant dans l'intention, comme l'a dit les candidats là, n'est-ce pas, qu'ils travaillent de mèche pour déclencher un certain mouvement, là vous comprenez que nous serons aussi dans la possibilité que les autres utilisent aussi l'article 64. C'est-à-dire que on sera devant une fraction du peuple ou un groupe d'individus qui voudraient prendre le pouvoir en dehors, n'est-ce pas, des formes de la Constitution. Vous comprenez que depuis qu'on a commencé, on ne veut pas, on veut toujours sortir du cadre institutionnel. On veut que, quand on prend à témoin les peuples, les institutions et tout ça, c'est pour que ces institutions fassent quoi? Nous avons un principe, c'est le principe de la souveraineté nationale. Nous avons le principe de la souveraineté nationale. L'Union africaine va faire quoi de nos institutions et de nos organisations? Ils disent qu'ils veulent notamment protéger la vérité des urnes des électeurs parce qu'entre guillemets, ils n'ont pas confiance aux institutions. Les seuls moyens, c'est de faire appel à la rue pour contester. Oui, qu'ils fassent appel à la rue. Appel à la rue. Là, il n'y a pas de problème. Faire appel à la rue, c'est un droit. Le droit de manifester, c'est un droit. Je ne peux pas leur renier ce droit. Mais si c'est faire appel à la rue pour prendre le pouvoir, n'est-ce pas, par d'autres moyens que l'expression démocratiquement reconnue, là, ça devient un autre problème. Merci beaucoup, Maître Godefroid Ilunga. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete, mais on vous a reçu ici comme professionnel du droit pour analyser premièrement cette demande des candidats à la présidence qui ont donc demandé justement que d'autres élections soient organisées avec une autre CENI, un autre bureau de la CENI. Et aussi cette demande de la mission d'observation électorale SCC5O qui dit qu'elle vérifiera les résultats après la publication de la CENI. Elle dit qu'elle va aussi vérifier, en d'autres termes, elle pourra aussi mettre à la place publique les résultats qu'elle va compiler à travers le pays suite à ces missions d'observation électorale éparpillées à travers le pays. Il faut le dire, ils ont déployé 25 000 observateurs dans l'ensemble du pays. Et donc, on espère qu'il y aura la paix dans notre pays après ces élections. Je crois qu'il y aura la paix. Je crois qu'il y aura la paix dans notre pays. Je suis chrétien, je crois vraiment qu'il y aura la paix. Tout projet formé contre la RDC sera sans effet. Ça, j'en suis très sûr. Au revoir, mesdames et messieurs.